Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette 4e édition de la semaine, 55 milliards de francs CFA de plus, mais pour certains, c'est de trop. Pour achever le complexe sportif d'Olembe, le chef de l'État camerounais vient de contracter ce montant pour l'achèvement des travaux. Tout calcul fait, le complexe sportif d'Olembe va coûter aux contribuables camerounais la somme de 220 milliards de francs CFA. Le contribuable camerounais qui voit aussi partir en fumée les milliards dans l'affaire qui oppose la FECAFOOT à la LFPC. Conséquence, le championnat est bloqué. La crise tend à s'enliser davantage avec l'apparition du comité provisoire de gestion de la FECAFOOT. Et puis FECAFOOT et Covid suscitent exaspération et crainte alors qu'on annonce le départ de la campagne de vaccination contre le Covid-19. De nombreux Camerounais ont encore du mal à vouloir se faire vacciner. Des réactions dans cette édition. A tout de suite. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 4e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Dans le combat contre le Covid-19, plusieurs pays d'Afrique optent pour le vaccin. Au Cameroun, la question préoccupe. L'idée suscite la méfiance chez la plupart de ceux rencontrés ce jour à Douala par nos reporters Colombe Katal et Constantin Ndomki. Annihiler toute velléité de la Covid-19 est une préoccupation pour plusieurs pays du monde. L'Afrique, par des pays tels que le Cap-Vert, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Tunisie, pour ne citer que cela, emboîte le pas aux autres continents quant à l'administration du vaccin. Le gouvernement d'un Cameroun qui n'a pas été épargné par la vedette mal aimée ne reste pas insensible à la nécessité et à l'urgence de lever des remparts contre la grande ennemie de l'heure. Dans les rues de la ville de Douala, l'annonce d'un éventuel vaccin ne semble guère fascinante pour tous. Elle entoure plutôt certains des ondes de méfiance. Je ne suis pas très d'accord parce que c'est ça les machines des Blancs. Ils ont fabriqué ça pour anéantir les Africains. Donc les Africains doivent rester naturels et éviter toutes sortes de vaccins parce que les maladies qui en cours dehors proviennent justement de ces vaccins que l'on ne connaît pas et on ne sait pas de quoi elles sont composées. D'autres n'y voient aucune importance tant ils ne croient pas en l'existence de cette maladie. Le vaccin Covid, là, nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que finalement, on n'est pas sûr s'il y a Covid ou il n'y a pas. On est en train d'embrouiller les gens. On ne sait pas vraiment s'il y a Covid ou il n'y a pas Covid. Pour d'autres, cependant, un vaccin contre une pandémie qui a fait tant de victimes est plus qu'une nécessité. Je suis pour le vaccin, donc il faut vraiment qu'on vaccine. Donc on vaccine les Camerounais pour ces vaccins. La santé n'a pas de prix, mais sur le fait, attendons l'avenir qui nous en apprendra un peu plus. Encore plus d'une dette de 50 milliards de francs CFA pour la touche finale du stade Olembe. Le président de la République du Cameroun, dans un décret signé hier, autorise le ministre de l'économie à contracter une dette auprès des banques européennes pour achever le stade en construction. Une décision qui fait du stade de Paul Biya un édifice à la facture exorbitante. Gora Abdul-Kadir signe le reportage. 55 milliards avec un peu plus de quelques millions à ajouter à la facture déjà jugée un peu trop salée pour l'achèvement du chantier du stade Olembe de Yaoundé. Le décret présidentiel autorisant cet emprunt vient alourdir le coût engagé de la construction à plus de 300 milliards de nos francs. Au sein de l'opinion, le montant du complexe sportif le plus cher de l'Afrique fait grincer les dents. Le budget, initialement prévu pour le stade d'Olembe, s'élevait déjà à 163 milliards de francs CFA pour un ouvrage d'une capacité de 60 000 places couvertes, une piste d'athlétisme, un terrain annexe, un parking, ainsi qu'une piscine olympique et une salle où il sera possible de jouer au basket ou au volleyball. Les travaux confiés d'abord au groupe italien Pecini qui sera par la suite évincé à mi-chemin après avoir contracté une dette de 139 milliards auprès de Intesa San Paolo et 24,5 milliards auprès de UBA. Les travaux piétinent toujours et l'honneur de la guerre continue à diviser les parties. Décembre 2019, McGill Construction, appelé en renfort, entre en scène pour achever les travaux dont le taux de réalisation se situe autour de 20%.
13 mois plus tard, le constructeur canadien fait savoir que ses caisses sont aussi vides. Dans un journal de la place, il y a seulement une semaine, McGill fait savoir qu'il lui faut aussi 17 milliards de plus pour achever la construction de l'édifice jamais réalisé au Cameroun. Toute somme faite, le fonds mobilisé aujourd'hui va au-delà de 381 milliards, pris aussi en compte ces nouveaux emprunts ordonnés par le décret du président de la République qui, face à l'urgence de la situation, veut voir le stade de Paul Biya définitivement achevé et servir de cadre pour la CAN 2022. Crise de gestion du football camerounais, ça en est de trop. Face à cette situation confuse, le ministre des Sports et de l'Éducation physique doit agir. Et c'est du moins le regard que portent les acteurs du sport. Judine Dongo, Loïc Ngepno. Des footballeurs locaux privés de compétition depuis presque un an, le président de la République contraint de jouer les arbitres et tout récemment, l'élection de Seydou Mbombo Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football annulée par le tribunal arbitral du sport. C'est une évidence, le football camerounais va mal. Une situation préoccupante qui dure bientôt 10 ans. Depuis effectivement la fin de règne de Iya Mohamed à ce jour, il est évident que rien ne va. Mais plus les années passent, plus nous nous enfonçons. Alors ce football-là ne fait que s'enfoncer dans les abîmes. Alors, tout constat fait, on s'en rend juste à l'évidence que c'est un combat, malheureusement, qui n'a rien à voir avec ceux qui pratiquent le football, mais ceux qui profitent, malheureusement, de ce football-là, pourtant qui devait être au service de ce dernier. Si les causes au mal-être du football camerounais se situent au niveau de la gestion, les conséquences, elles, sont énormes, allant jusqu'à ternir l'image du Cameroun. Des intérêts égoïstes, de l'égocentrisme dont on ne peut plus qualifier de la part de ces différentes personnes qui se retrouvent au devant de la scène. Voyez-vous ce que nous sommes en train de vivre depuis la fin d'année 2020 et ce début d'année 2021. Dieu seul sait jusqu'où, n'est-ce pas, on ira. Aujourd'hui, on a, ça et là, le comité exécutif provisoire qui a été élu par l'Assemblée générale de 2009 de la FECAFOOT, avec à sa tête Albert Mbida. De l'autre côté, vous avez le président déchu, Seydou Mbombo Njoya. Chacun à son niveau convoque des réunions. On ne sait plus véritablement où on en est. C'est l'imbroglio total. Effectivement, c'est le football qui en pâtit. Pour le bien-être du sport roi au Cameroun, le ministre des Sports et de l'Éducation physique est invité à asseoir son autorité. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, au-delà des discours, c'est-à-dire qu'il a une posture régalienne, ça on le sait déjà, mais il faudrait passer ces discours-là, il faut frapper du poing sur la table, que le ministre prenne un acte. Qu'il prenne un acte, c'est-à-dire si c'est l'exécutif déchu de la FECAFOOT qui doit libérer le plancher, qu'il le dise de manière claire et nette. C'est ce dont on attend de lui. C'est le représentant du président de la République pour ce qui concerne les questions de sport dans notre pays. Il n'a de compte à rendre qu'au Premier ministre et au chef de l'État et à personne d'autre. Néanmoins, le comité exécutif provisoire de gestion de la FECAFOOT a décidé, entre autres, de la réhabilitation des organes exécutifs des ligues régionales et départementales élues pour la mandature 2009-2013, ainsi que celle de la Ligue de football professionnel en ce qui concerne l'organisation des championnats nationaux Elite 1 et Elite 2. C'était à l'issue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'instance de 2012, tenue mardi à Yaoundé. En visite des chantiers de sa circonscription ce 18 février 2021, le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e s'est imprégné de l'état des lieux, occupation abusive de la voie publique et inauguration des ouvrages réhabilités étaient au programme de la visite de Valentin et Poupa Boussambo. Colombé Catal, Constantin Nondomki. Des kilomètres à pied dans une parure de circonstances, Valentin et Poupa Boussambo, maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e, en a parcouru ce 18 février 2021 dans le cadre d'une visite des chantiers en cours de la circonscription dont il a la charge. Le périple qui a duré le temps d'une matinée entière commençait avec la reconstruction de l'axe BBR-Tergal obstrué du fait des dalles défectueuses. La pose de nouvelles n'a donc pas laissé indifférente une population débordant de reconnaissance. Nous allons nous atteler à rendre notre commune
plus propre, plus saine et ayant un visage digne de ce que nous pensons. J'ai vu que M. Epoupa, qui est le maire de Douala 3e, c'est un bon maire. Il a un cœur, il a la main dans le cœur. Parce que quand les populations crient, il est attentif. La route qu'il a arrangée, je suis très contente. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il avance toujours avec son travail. Dans la foulée, la maxime reste formelle, la bouche qui dit merci est celle qui en redemande. Notre doléance, c'est la route, première doléance. Deuxième doléance, c'est la route. Et la troisième doléance, c'est la route. Et surtout la bouchée, le pont de MR qui a bouché le passage de cette route. Niala a constitué à la prochaine étape. Il était question pour le maire de s'imprégner de l'état des lieux quant à, entre autres, l'occupation abusive de la voie publique. Les personnes en position irrégulière y ont été averties. Au lieu dit Cambo, le magistrat de cette commune a foulé monts et vallées, la question des drains étant une préoccupation. Relier des secteurs par des ponts, voilà qui rentre dans l'ordre des priorités du maire de Douala 3e. Au passage, le site qui va accueillir les commerçants déguerpis sur les flancs des voies publiques et un aire de santé de la place ont été visités. Dans cette volonté d'améliorer le visage de cette commune, des actions en perspective s'annoncent alléchantes. Les premiers travaux de reconfortement de la chaussée qui ont été faits, c'est avec la mairie de la ville. Et nous avons saisi aussi le ministère à Yaoundé. Je me réserve de vous dire le niveau d'avancement de ces travaux. Mais déjà, dans un premier temps, nous avons obtenu l'autorisation du ministère des Marchés publics que les travaux en régie qui ont commencé se poursuivent. Donc nous avons le droit maintenant de faire tous ces travaux en régie. Il reste que les moyens soient bouclés. Qu'il en soit ainsi, monsieur le maire, le temps sera immanquablement à l'évaluation. Depuis ce matin, une rumeur circule sur les réseaux sociaux annonçant le décès de l'homme d'affaires milliardaire Pascal Monkam. Cette information a été démentie par son fils, maître Alain Christian Monkam, en matinée, qui a précisé que son père, âgé de 90 ans, est actuellement soigné par des médecins réputés en Afrique du Sud, tout en demandant à l'opinion d'arrêter de faire circuler la rumeur sur le décès de son père, Pascal Monkam. On parle de toute autre chose à présent. Le manque de la main-d'œuvre locale qualifiée et le paiement irrégulier des ouvriers sont les principales causes du retard dans l'exécution physique de la première phase du chantier de l'hôpital de référence de Ngaoundéré. Préoccupée par la situation, une équipe des députés de la région a échangé avec l'ensemble des acteurs concernés. Awal Mohamedou pour les détails. Sur un site d'environ 11 000 m², le futur hôpital de référence d'Ngaoundéré dévoile peu à peu son visage. Les travaux avancent lentement. La réalisation de la première phase du chantier a largement dépassé son délai contractuel. Le cahier de charge prévoit 18 mois, 46 mois se sont écoulés et le taux d'exécution physique se situe à 85%. Une rencontre avec les acteurs impliqués a permis au comité parlementaire régional du suivi de ces projets d'identifier les causes du retard constaté. Regardez le niveau de technicité. L'entreprise a du mal à trouver localement des techniciens compétents. Il y a aussi un problème de paiement, le retard dans les paiements qui ne sont pas inhérents seulement à ce chantier. Néanmoins, techniciens et ouvriers de l'entreprise en charge des travaux s'active pour que le bloc général et les bâtiments annexes soient prêts. D'ici le 31 mai, on pourra faire une réception de ce chantier. Concernant les réseaux et voiries divers, les VRD, d'ici mi-mois prochain, aussi ça va être fini. Ne pensez pas que au 31 mai, cet hôpital sera opérationnel. Non, pas du tout. Parce qu'il y a un autre marché, celui d'équipement, les équipements biomédicaux. Tout ce que vous avez vu tout à l'heure lors de la visite, ce sont les équipements non biomédicaux. Les membres de la Chambre basse du Parlement ont fait le tour du chantier afin de se rassurer de la qualité de l'ouvrage et des matériaux utilisés. Il faudrait qu'il y ait une synergie entre les différents acteurs, de façon que
à la livraison, qu'on ait des techniciens capables d'utiliser le matériel qui sera livré. Établissement hospitalier de deuxième catégorie, l'hôpital de référence d'Ngaoundéré, dont le financement des travaux de construction et d'équipement se chiffre à 10 milliards de francs CFA, est le fruit du volet santé du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance économique décidé par le chef de l'État. Après Ngaoundéré, mettons le cap à Maroua où le chantier de construction de l'hôpital de référence a été visité ce 17 février 2021 par les autorités administratives. Il s'agit notamment du gouverneur de l'extrême nord et une délégation des parlementaires envoyée par Kavayegi et Djibril. Les détails dans ce reportage que signe Alit Mama Abdoulalim. Ce bâtiment qui sort graduellement de la terre est à 40% de construction. L'hôpital de référence ou encore le centre hospitalier obstétrique et pédiatrique de Maroua a été visité ce mercredi 17 février par une équipe constituée du gouverneur de la région de l'extrême nord Cameroun et d'une délégation des parlementaires dépêchés par le président de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette visite de travail conduite par le président du comité régional des suivis et d'exécution des projets des hôpitaux de référence à l'extrême nord, le résultat est plutôt satisfaisant. Car, selon Medinyawa Bakari, ce qui est présenté aujourd'hui balaie d'un revers de la main le découragement et la déception qu'abritaient les autorités il y a 2 ans de cela. La visite de ce chantier nous a édifiés à plus d'un titre. Et nous avons été agréablement surpris, pour dire vrai. Parce que les travaux ont énormément évolué. Les grosses œuvres sont pratiquement achevées. Ils sont maintenant dans la phase de finition. Au cours de ces marches d'inspection, on a pu observer, à marge de ces travailleurs farouchement engagés, des générateurs ainsi qu'un magasin de stockage de matériel qui regorge en son sein tout le matériel nécessaire. Par ailleurs, les difficultés ont été observées par les députés, bien qu'ils aient décidé d'en faire économie. Pour l'instant, il subsiste quelques difficultés, mais qui seront rapidement balayées et qu'au terme, n'est-ce pas, du mois de septembre, et promesse de l'entreprise et du bureau de contrôle, le chantier sera livré. Rappelons que les clés de ce joyau architectural estimé à 10 milliards de francs CFA seront remises à qui de droit en septembre 2021. Distribution des dispositifs de santé au Cameroun. Le collectif invite les acteurs à la synergie. L'appel a été lancé ce jour à Yaoundé à l'occasion de l'Assemblée générale élective de l'institution. Mariama Kitou, qui en est la présidente, relève la nécessité d'une telle collaboration. Nous l'écoutons au micro de Judith Ndongo. Chaque distributeur va devoir mettre la main dans la pâte afin que nous puissions distribuer le matériel médical, c'est-à-dire les dispositifs médicaux, en temps et en heure et en qualité sur le territoire national. C'est un projet commun, ce n'est pas un projet individuel. Nous souhaitons que tous les distributeurs adhèrent à ce projet et qu'ensemble nous atteignons nos objectifs. C'est clair, certaines personnes vont trouver peut-être certaines clauses de notre association assez difficiles, mais j'implore un peu leur indulgence parce que nous sommes une association jeune. En culture, le festival du cinéma indépendant de Bafoussam aura lieu du 24 au 27 mars 2021. Le projet de l'édition 2021 a été présenté au public le 17 février au cours d'une cérémonie très artistique. Retour sur les faits avec vous, Alexis Yongwa. Du 24 au 27 mars 2021, le chef-lieu de la région de l'Ouest et ses environs vibreront au rythme du festival du cinéma indépendant de Bafoussam. Il sera à sa 9e édition. Le projet a été présenté au public le 17 février 2021 à Bafoussam par la présidente du comité d'organisation, Alvin Kwambo. Sinon, les 4 articulations du festival, c'est toujours la projection des films, comme on vous a tantôt annoncé. Et les films qui sont en compétition, nous avons 30 films en compétition après toutes les sélections qui ont été faites. Et nous avons dans les projections, nous avons un village du festival qui sera meublé pour également la compétition inter-établissement scolaire, évidemment les formations, les enseignements.
Placé sous le thème « Le Festival du cinéma comme vecteur du développement local », cette édition a pour marraine l'honorable Dr Maître Fosso Faustine qui, dans son propos de circonstance, a salué l'initiative tout en invitant les élus locaux à s'approprier du projet qui contribue à la promotion de la culture et à l'édification du patriotisme. J'ai été très sensible par ce projet ô combien révolutionnaire, parce que le cinéma, c'est un domaine porteur. C'est un domaine qui peut véritablement faire en sorte qu'un pays soit développé, à l'exemple du Nigeria. Les innovations par rapport aux éditions précédentes. Nous avons comme innovation déjà la présence d'une marraine et nous comptons à travers cet accompagnement innover plusieurs autres choses. Il y a eu des exposés sur la nécessité de soutenir le FICIP, le clin d'œil de l'universitaire avec Dr Chamba. Il y a aussi eu le défilé de mode et des prestations des artistes dramatiques Wagan Fogen et Raoul Zougoum. À l'étranger, au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle vient de publier la liste des candidats retenus pour la présidentielle du 21 mars prochain. Et au Bénin, seuls 3 dossiers de candidature ont été validés pour le scrutin présidentiel d'avril 2021. Adi Poutou pour la synthèse. La Cour constitutionnelle congolaise a validé les dossiers de 7 candidats pour le scrutin présidentiel, dont celui du président sortant, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui cumule 36 à la tête du pays. La juridiction a écarté de la course Michel Boussigouari, qui se réclame de l'opposition modérée, selon le président de la Cour constitutionnelle, et lui a reproché, entre autres, de ne pas avoir présenté notamment un certificat médical délivré par les médecins assermentés et une déclaration de moralité fiscale. Le 21 mars, le chef de l'État sortant en quête d'un 4e mandat aura donc 6 adversaires, parmi lesquels Mathias Zon, son ancien ministre des Finances entre 1997 et 2002, auréolé par sa 2e place occupée lors de la présidentielle de 2016. L'opposant Guy Brice Parfait-Kolela sera également de la partie. Denis Sassou Nguesso a promis récemment d'organiser l'élection dans la paix et la transparence, mais les évêques, quant à eux, émettent de sérieuses réserves sur ce scrutin. Au Bénin, la présidentielle d'avril 2021 se prépare également. Le chef de l'État sortant, Patrice Talon, aura 2 adversaires. Seuls 3 dossiers de candidature sur les 20 déposés ont été retenus par la Commission électorale nationale autonome. L'organe en charge de l'organisation du scrutin a expliqué que les dossiers acceptés étaient les seuls à être complets, citant notamment les problèmes quant au nombre des parrainages d'élus. Disqualifié pour défaut de parrainage, l'opposition dénonce un scrutin verrouillé par le président Patrice Talon. Dans son courroux, Joël Aïvo, candidat de la plateforme de l'opposition, a demandé au gouvernement de faire sauter en urgence ce verrou. Pour lui, le président Talon n'a voulu prendre aucun risque et il a choisi de sélectionner ses adversaires parmi ses alliés et refuser la compétition aux candidats capables de le battre dans les urnes. Et en sport, les Lions U20 ont remporté leur 2e victoire hier en Nouakchott face à l'Ouganda. Le Cameroun devient donc le premier pays qualifié pour les quarts de finale. Jackson Jock. Après sa victoire contre la Mauritanie 1-0 à l'occasion du match d'ouverture, le Cameroun a enchaîné une 2e victoire consécutive à la CAN des moins de 20 ans en disposant de l'Ouganda 1-0 mercredi à Nouakchott. Junior Sondé, déjà auteur du but victorieux face à la Mauritanie, l'attaquant des 10 sports de la Léquier s'est encore illustré hier en signant l'unique but du match face à l'Ouganda. Désigné l'homme du match, il compte en 2 sorties, 2 réalisations. Les poulains de Christophe Ousmanou s'emparent du premier ticket pour les quarts de finale. L'Ouganda jouerait quant à lui sa qualification samedi contre la Mauritanie. Les CAN U20 peuvent rester confiants. On rappelle qu'outre les 2 premiers, les 2 meilleurs 3e des 3 groupes accéderont aussi aux quarts de finale. Tous les 2 battus lors de la première journée, le Mozambique et la Mauritanie s'affrontent un peu plus tard dans le match de la peur. Le classement de la poule A, le Cameroun a 6 points, l'Ouganda 3 points, la Mauritanie 0 points moins 1 match, le Mozambique 0 points moins 1 match joué.
Ndélélé est une ville du département de la Kadé, région de l'Est Cameroun. Elle fut créée en 1962 et tire son origine dans regroupement des populations venues du sud du Soudan vers 1919, fuyant les guerres tribales. Ndélélé compte en son sein deux groupes ethniques, les Pygmées et les Bantous. Ndélélé est dans notre objectif ce soir. Prenons à présent les prévisions météo de demain, 19 février 2021. Dans la ville de Yaoundé, nous aurons la présence du soleil à 32 degrés en journée, au soir 21 degrés. Et dans la ville de Douala, il va pleuvoir, 34 degrés en journée, au soir 24 degrés. Et à l'ouest du pays, à Bafoussam, du soleil, il y en aura 31 degrés au soir, 12. Et à Bouya, c'est dans le sud-ouest, du soleil également, 24 degrés en journée, au soir 18 degrés. On va à Maroua où on aura une journée complètement ensoleillée, 27 degrés en journée, au soir 13 degrés. Et dans la capitale du soleil levant, du soleil, 35 degrés, au soir 16 degrés. On va à Bamenda dans le nord-ouest où nous aurons le même climat qu'à Boya, 32 degrés en journée, au soir 11 degrés. Et à Ebolova dans le sud, même température, 29 degrés au soir, 20 degrés. À Ngaoundéré, du soleil également, 32 degrés au soir, 10 degrés. Et dans la ville de Garoua, une journée comme à Maroua, complètement ensoleillée, 35 degrés en journée, au soir
14 degrés. Madame, Monsieur, voilà qui met en thème à cette 4e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.